réhabilitation également de ces sites. Donc, ce qui cadre un peu dans le cadre du reboisement, mais aussi l'aménagement des plaines cultivables. Donc, à la question là, c'est un peu ce ramasser qu'on a pu mettre sur papier. Voilà. Donc, la question 2. Quelle politique, structure à mettre en place pour faciliter la mise en œuvre de ces actions? À ce niveau, nous avons également pas mal d'actions, mais il faut prioriser la mise en place des textes, mettre en application plutôt les textes juridiques, législatifs et réglementaires dans les secteurs prioritaires concernés, aussi renforcer les capacités des communautés locales sur les bonnes pratiques et accompagner les organisations paysannes et ONG dans le cadre du respect et de la vulgarisation de ces différents textes juridiques, législatifs et réglementaires. En réponse à la question 3, comment les groupes vulnérables pourraient-ils bénéficier des politiques et initiatives élaborées pour restaurer une relation plus durable et résiliente avec la nature? En réponse à cette question, nous avons la vulgarisation, la traduction des documents politiques et stratégies pour quand même que ces communautés locales puissent bien s'approprier de ces différents documents, mais aussi l'intégration du genre dans la planification, dans toutes les planifications presque des différents documents politiques, des projets, plans et programmes de développement durable. Également impliquer le genre dans les prises de décision en matière de lutte contre les changements climatiques et aussi créer des activités génératrices de revenus pour ces couches vulnérables. Voilà. En réponse à la question 4, comment pouvons-nous sauvegarder les droits des personnes et la nature, y compris les peuples autochtones, les communautés locales, les défenseurs de l'environnement, les femmes, les jeunes, ainsi que les futures générations? Voilà. À ce niveau, il est important d'impliquer toutes les couches sociales et vulnérables dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces différentes politiques et stratégies préalablement élaborées dans le cadre d'une bonne gestion des ressources naturelles. Au niveau voilà, merci. Et il y a également toujours au niveau de comment pouvons-nous quand même sauvegarder les droits des personnes là, il est important d'élaborer et de vulgariser le code foncier rural. Maintenant, à la question 5, quels sont les ensembles de mesures et d'indicateurs nouveaux ou prioritaires nécessaires pour suivre nos progrès vers un environnement pour une planète plus saine et plus prospère? À ce niveau, voilà, à ce niveau, il y a une nouveauté que certainement d'autres connaissent, que la plupart d'entre vous ici connaissent, c'est le système MRV, c'est-à-dire le système de mesure, reportage et vérification. C'est une nouvelle thématique qui vient aujourd'hui pour quand même suivre et pouvoir vérifier tous les progrès qui se font dans tous les secteurs et au niveau de toutes les communications, de tous les documents que nous mettons, que nous élaborons. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on pense que ça peut être une mesure très importante pour le suivi de nos progrès. Voilà. On vous donne 2 minutes, à la Madame question Sangare. 6. On vous donne 2 minutes. Hein? Ok. Quels sont les... Voilà. 7 maintenant. 6. Au niveau de la question 6, voilà, qu'attend-on du gouvernement, du milieu universitaire, de la société civile et des ONG? C'est quand même le respect des engagements pris par l'État en matière de développement durable, de changement climatique, ainsi de suite,
et développer les progrès au niveau des systèmes de formation et de recherche dans le sens du développement durable, et aussi impliquer activement la société civile dans tout ce que l'État pourrait entreprendre. Je pense que voilà, c'est un peu cela, donc l'implication de toutes les parties prenantes. Je vous remercie. Merci, je vous prie d'ovationner le groupe 1. Toute l'équipe, c'est un travail d'équipe, et aussi surtout Madame Sangaré qui a été donc cobaye du groupe pour venir présenter quelque chose qui n'était pas très mature encore. Mais elle s'en est bien sortie. Merci beaucoup Madame Sangaré. Donc on vous libère, vous pouvez rejoindre votre place. Alors je vais inviter le groupe 2, Monsieur Sidiki Sissé, du ministère de l'Agriculture, pour son intervention. Bonjour. Groupe 2. La question de réflexion du groupe 2 qui était basée sur l'impact du Covid-19. Maintenant, on a la première question. On dit quelles sont les pratiques de reprise durable et inclusive post-Covid-19 les plus prometteuses actuellement appliquées. Maintenant, bon, ici, nous avons pris ici du secteur public, privé, la société civile à tous les niveaux. Nous avons ici l'investissement de la chaîne de valeur dans l'agriculture. Parce que nous avons constaté lors de Covid, il y a certaines zones ici, exemple Timi Marina et autres, où réellement la chaîne de valeur non seulement n'était pas du tout là, il n'y avait rien à conserver. Nous avons vu les pertes enregistrées par les agriculteurs, surtout de pommes de terre, où il n'y avait rien à conserver. Deuxièmement, nous avons promouvoir la transformation sur place des ressources minières. Donc, aujourd'hui, qui fut la volonté des nouvelles autorités. En plus, nous avons renforcement et l'accompagnement des PME dans la valorisation des déchets. Donc, sur la question des pratiques durables et inclusives, ce sont les trois que nous avons pu retenir. Nous avons la question... Nous avons la question numéro 2. Comment pourrions-nous améliorer ces pratiques pour assurer une reprise durable et inclusive? Maintenant, nous avons pensé ici, d'abord l'agriculture. Renforcement des capacités des agriculteurs, en passant par la formation, l'accompagnement technique, financier et les intrants. Donc, nous avons pensé que en période Covid, tout ceci n'était pas non seulement sur place ou n'était pas avancé. On a cherché, on pense que vouloir mettre ça et vouloir renforcer ces différentes capacités, nous pourrons mettre en place une structure durable pour nous éviter de ce qui s'est passé. En même temps, doter des zones agricoles en unités de transformation et de conservation. Voilà, dont nous avons eu des conséquences très récentes que nous-mêmes nous avons constatées à travers la transformation. Si on avait des unités de transformation ou des unités de conservation, on n'allait pas enregistrer des pertes énormes que les agriculteurs ont eues à l'intérieur du pays. En même temps, on dit de faciliter l'accès aux marchés locaux et internationaux des débouchés. Maintenant, ça c'est le secteur agricole. Ce secteur minier, nous avons amélioration et l'application du cadre légal et réglementaire du secteur minier. Parce que déjà, si réellement tout ce qui est écrit au moment dans les conventions minières et dans les conventions minières, si tout ceci était respecté, je pense qu'on n'allait pas être là où nous sommes. En même temps, on dit identifier, on dit identification et valorisation des sites de traitement et de valorisation des déchets. On ne pourra pas. Maintenant, nous avons la troisième question qui est comment faire en sorte
que toutes les communautés puissent bénéficier des opportunités découlant d'une reprise durable et juste. Bon, nous avons ici, en première réponse, encourager la création des entreprises sociales et solidaires. Si réellement on pouvait encourager cela, qui pouvait peut-être nous faire oublier des catastrophes de Covid. En même temps, on y veut à la mise en œuvre du contenu local du secteur minier. Comme tout de suite, nous avons des textes qu'il faut, mais la mise en place fait défaut. Quatrième question. On dit, comment pouvons-nous créer des emplois et des chaînes d'approvisionnement plus performantes pour une reprise post-Covid? Et dans quel secteur? Nous avons dit faire la promotion du secteur, d'abord le secteur agricole et la création d'une banque agricole. Donc nous avons pensé que la quatrième question dit la chaîne d'approvisionnement plus performante pour une reprise post-Covid et dans quel secteur. Nous pensons qu'il faut le secteur agricole et surtout la création d'une banque agricole. Je ne pense même pas si on a ça ici. Maintenant, cinquième, tu avais fait quelque chose. Cinquième, question numéro 5. Donc, indiquer des engagements et des principes responsables majeurs qui doivent être pris en compte par les secteurs clés ainsi que par les institutions de financement et l'investissement. Donc, nous avons pensé qu'il faut promouvoir la politique et la responsabilité sociale des entreprises. Donc, on avait 6 questions, on n'a pu faire que 5. Je vous remercie. Merci, M. Cissé. Remercié donc par ovation et on estime que vous allez compléter la 6e question avant de partager donc votre rapport à la commission d'organisation. Merci, vous pouvez rejoindre votre place. Nous allons finir avec un Diallo aujourd'hui. Ça sera un bonheur. Au moins, il servira d'exemple pour les autres. C'est un bonheur. Monsieur Diallo Algassimou, donc de l'ONG Guinée Verte, va faire la restitution pour le groupe 3 sur la thématique dimension environnementale du développement durable dans le contexte de la décennie d'action. À vous, Monsieur Diallo, bien que les Diallo ne sont pas messieurs. Merci, Monsieur Ba. Et nous avons présenté le travail du groupe 3 qui consiste à parler de la mise en œuvre de la dimension environnementale dans le contexte de la décennie d'action du développement durable. Les questions de réflexion pour le groupe 3. Pour la première question, il s'agit de citer les plus grands défis de la Guinée dans la mise en œuvre des engagements de l'agenda 2030 et autres engagements environnementaux. Pour répondre à cette question, nous avons dit que ces engagements sont le changement climatique, la pollution de l'environnement par l'extraction minière, par les déchets plastiques, par l'émission de gaz à effet de serre et la perte de la biodiversité. Il y a aussi la communication environnementale et le renforcement des capacités éducatives environnementales. Ceci nous conduit à la deuxième question. La deuxième question consiste à dire comment créer un environnement propice à une mise en œuvre durable de nos actions. Pour répondre à cette question, notre groupe a répondu comme suit. Nous avons dit qu'il s'agit de procéder par le respect et l'application des lois, c'est-à-dire l'introduction des innovations telles que, par exemple, la pisciculture. Mettre un cadre institutionnel de promotion des ODD. Entendez des objectifs de développement durable. Schéma directeur sectoriel. Ceci nous conduit à la troisième question, qui nous demandait quelles sont les bonnes pratiques à mettre à l'échelle pour accélérer la mise en œuvre
de la dimension environnementale du développement durable dans le cadre de la décennie d'action. Et les membres du groupe 3 ont répondu ceci, que pour cela, il faut une volonté politique, c'est-à-dire la bonne gouvernance, la transparence gouvernementale, le changement de comportement par l'éducation environnementale, la prise en compte de l'aspect genre dans les projets de développement et la mise en œuvre. Ceci nous conduit à la 4e question qui nous demandait comment transformer la gouvernance et les systèmes juridiques qui maintiennent la stabilité économique à long terme et le bien-être écologique et social pour tous. Et nous avons répondu ceci. Dans la 4e question, nous avons dit, récemment, tous les textes de loi afin de les améliorer, déterminer un plan d'action, identifier les textes existants afin de proposer un diagnostic, c'est-à-dire procéder à la sensibilisation et la communication et le suivi des actions. Maintenant, pour la 5e question, cette question nous demandait quelles mesures sont nécessaires pour aligner les financements publics, privés et de développement sur les engagements et priorités. Nous avons répondu ceci. Nous avons dit qu'il faut investir 2% du chiffre d'affaires de toutes les entreprises pour l'amélioration des conditions climatiques, puis 2% de projets. Engagement politique de l'État à hauteur de 20% dans le secteur de l'écologie. La mobilisation financière et encourager le secteur privé. Pour cela, ça nous conduit à la 6e question qui est une question, l'avant-dernière. Quel type de partenaires de l'ONU et des institutions internationales sont nécessaires pour accélérer un développement vert et une transformation économique inclusive et durable? Les membres de notre groupe ont répondu ceci. Il faut la création de synergies d'action avec toutes les parties prenantes dans le respect des engagements, c'est-à-dire la primature, les organisations de la société civile, le gouvernement, les communes et surtout les communautés, les collectivités locales à l'intérieur du pays. Ceci nous conduit à la dernière question qui est la 7e question. Quelles sont les capacités et technologies nécessaires pour améliorer le bien-être humain tout en maintenant l'harmonie avec la nature? Les membres de notre groupe ont répondu ceci, que la promotion des technologies vertes, c'est-à-dire les énergies telles que l'énergie éolienne, l'énergie solaire, ainsi de suite, et le moyen de déplacement qui utilise des énergies, par exemple des énergies électriques, et c'est passé avec des énergies qui contribuent à l'émission de gaz à effet de serre, qui sont le gasoil et autres, et surtout s'atteler à l'agriculture. Voici au niveau du dernier point, et c'est ce que l'ensemble des membres de notre groupe a répondu à cet atelier. Merci beaucoup et je remercie l'ensemble. Merci M. Diallo Alagassimou pour cette restitution. Bien, il était prévu dans l'agenda, mesdames et messieurs, après cette restitution, qu'il y ait en fait une présentation, n'est-ce pas, une synthèse en fait des recommandations. Mais en fait, nous pensons que on ne va pas refaire en fait une synthèse qui va être présentée sous forme de recommandations, parce que tout ce qui a été proposé ici nous semble être suffisamment pertinent pour pouvoir être contenu dans un document. Donc, étant donné que vos adresses e-mail ont été enregistrées, ce que nous voudrions recommander, c'est que, en fait, nous puissions, nous, à notre niveau, consolider déjà ce qui est ressorti des travaux de groupe et que le document consolidé soit partagé pour donner un petit timing aux participants des groupes de faire des amendements. Donc, c'est la suggestion que nous voulons faire par rapport à cela. Mais néanmoins, étant donné que tout le monde a assisté à la restitution, on va ouvrir les débats juste pour peut-être un quart d'heure au maximum, pour voir si
il y a des suggestions ou d'autres commentaires complémentaires à ce qui a été présenté qui pourraient être faits par donc les participants. S'il y a quelqu'un qui était peut-être dans un groupe 3 et qui voudrait commenter ou apporter une contribution sur les travaux des groupes 1 ou 2, vice-versa. Donc, qui voudrait intervenir? Je vais relever, comme ça on prend tout ce qui veut intervenir et puis comme ça on peut limiter. Votre s'il vous plaît. Vous, c'est monsieur? Hein? Bon, docteur Michel. Bon, pardon? Ok, je vais juste prendre vos noms ou prénoms et puis après on va... Oui, monsieur au fond? Monsieur? Kamara Sekou. Ok, qui d'autre? Djane Mamoudou. Qui d'autre? Madame Sangari. Oui. C'est bon? C'est bon, c'est sûr? J'insiste pour une dernière fois. C'est le moment de vous prononcer. Parce qu'après, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Madame Touré Djenaba. Ok. Djenabou. Très bien. Donc nous avons 5 interventions qui vont donc clôturer les débats. Et puis nous allons par la suite donner la parole à M. Kamara, qui et aussi M. Touré, qui ensemble pourraient nous faire un petit mot pour clôturer cette session. Docteur Michel, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci. En fait, moi, mon intervention, c'est sur un mot que tout le monde évite, c'est par exemple les OGM. Je voudrais savoir, comme nous avons les experts en changement climatique dans la salle, personne n'a parlé des OGM comme une des solutions au problème. Cependant, d'autres mots sont venus. Par exemple, j'ai noté dans la réponse du groupe 1, des réponses climato-résistantes, des solutions, mais ils n'ont pas parlé d'OGM. Qu'est-ce que les spécialistes pensent de l'adoption des OGM raisonnables? C'est ce que je voulais demander comme question. Merci. Merci beaucoup, docteur Michel. Alors, est-ce que... un peu le dispositif peut-être légal sur la question ou faire une petite analyse. Est-ce que quelqu'un peut nous parler de ça? Oui, merci, à côté de vous, docteur Faber. Docteur Faber. Bon, pour moi, je pense que les OGM ne sont pas, de par leur définition même, quelque chose de raisonnable. Ça peut aider, c'est vrai, mais la Guinée s'était prononcée à ne pas recevoir des OGM. C'est des organismes génétiquement modifiés qui déprécient pas mal de choses en termes de qualité, en termes de goût, en termes d'effet. On ne sait pas réellement ce que cela peut induire ou conduire sur le consommateur. Il y a que... On peut utiliser des OGM en matière de protection des cultures, mais pas pour la consommation. Nous ne conseillons pas cela. Bon, maintenant, il y a lieu de faire beaucoup d'examens, d'analyses pour voir ces OGM, est-ce
et également des OVM, hein, des organismes vivants modifiés qu'on pourrait utiliser pour peut-être protéger l'environnement. Mais je ne conseillerais pas, ce que je connais sur ce domaine, de l'utiliser comme moyen de production alternative à l'agriculture. Merci. Est-ce qu'il y a une, pardon? Bon, il n'y a pas de dispositif à proprement parler sur le secteur agricole qui dit que l'OGM est interdit. Je parle du secteur agricole. Peut-être que l'élevage en a. En principe, la Guinée a élaboré une stratégie sur la biosécurité. Comme vous le dites, les OGM, si la production, ça donne une plus grande production, mais ça crée une dépendance. C'est-à-dire, quand tu as, par exemple, le coton OGM, les gens sont obligés chaque année d'acheter la semence aux gens. Donc, ça fait disparaître nos cultures et nous dépendrons toujours de ceux-là qui sont en train de créer ces variétés. Donc, pour l'Afrique, ce n'est pas quelque chose de hormis, on ne connaît pas l'impact sur l'organisme humain, mais le fait que sur le plan économique, ce n'est pas rentable. Parce que nous abandonnons nos variétés culturelles pour faire venir des variétés et les semences ne dépendent pas de nous. C'est ça aussi l'aspect. La Guinée est en train de développer une stratégie de biosécurité par rapport à tout ça. Je vous remercie. Merci. C'est le patriotisme, je ne sais pas, agricole ou végétal. Oui, si vous voulez compléter, et puis dernier complément, on passe à une autre question. Docteur, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Et moi, je parlais simplement de l'expérience internationale, spécifiquement américaine, que je connais très bien. En fait, le problème d'OGM, c'est un problème qui est très tendu entre ceux qui croient, comme vous, je le crois certainement, que c'est une solution. Et il y a toute une tranche aussi de la société, des ONG, des scientifiques aussi, qui pensent que c'est un problème. Le professeur vient de citer le problème de la dépendance. Par exemple, un exemple très concret, le Monsanto. Quand on utilise le coton Monsanto en Guinée, c'est quelque chose qu'il faut chaque fois acheter. Donc la dépendance est là et les cultures locales vont disparaître. Ça, c'est un. Et de deux, nous ne savons pas les conséquences sur l'environnement, sur l'être humain, sur le milieu physique. Nous ne savons pas cela. Donc, vaut mieux pour un pays qui n'est pas très développé de se maintenir. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous faites l'OGM sur un champ, le champ d'à côté aussi peut avoir des antécédents OGM. Ça a été prouvé dans les champs de Arkansas. Donc ça fait... Il y a beaucoup de raisons qui font que nous, je crois, ça a été dit par le professeur Faber, c'est une bonne raison que nous nous abstenions pour l'instant des OGM. Ça crée la dépendance et les conséquences ne sont pas connues. Merci beaucoup. Ça va, monsieur? Merci beaucoup, très bien. Alors, deuxième intervenant, Monsieur Camara Sekou, c'est une question que vous allez poser ou c'est un commentaire? Des commentaires. Soyez le plus succinct possible, s'il vous plaît. Faut lui envoyer le micro, là. On compte sur vous hein, pour être le plus succinct possible. Hein. Merci, M. Ba. Le premier commentaire, c'est par rapport au premier groupe. Et là où on parle de vivre en harmonie avec l'environnement, ainsi de suite, j'avais mentionné de noter quelque part, parce qu'ils ont énuméré le reboisement. Oui, tout le monde salue aujourd'hui le reboisement sur toute l'étendue du territoire, mais le problème, on a souvent insisté sur la mise en défense. Donc, je propose que cela soit répertorié dans les réponses à ce point, la mise en défense. Hein? Maintenant, par rapport au groupe 3, quand j'ai écouté tout à l'heure les défis auxquels, bon, je n'ai pas
très bien la question, mais si vous avez votre papier, on me demande d'être... Voilà. On dit quels sont les plus grands défis de la Guinée dans la mise en œuvre des engagements de l'agenda 2030 et autres engagements environnementaux. Voilà, quand on parle d'engagement engagement de l'agenda 2030, la Guinée s'est engagée dans sa CDN pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de 2020 à 2030. Mais s'il faut citer ici des engagements, il faut faire recours à ces engagements. Mais j'ai entendu des commentaires par rapport à ces engagements. J'ai dit, bon, est-ce qu'il ne serait pas question de partager le document de la CDN aux participants pour savoir quels sont les 10 engagements que la Guinée a pris pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, quand on parle de défis aujourd'hui, vous prenez le plan d'investissement et le plan de partenariat, le montant qui doit être mobilisé pour mettre en œuvre notre CDN, ça va jusqu'à quelque chose de 16 milliards de dollars. Donc, c'est le plus grand défi. Nous savons qu'en matière de changement climatique aujourd'hui, le plus grand défi, surtout pour les pays développés, c'est la mobilisation des ressources. Donc, cet aspect a sauté aux yeux des éléments du groupe 3. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces recommandations, M. Camara. Je pense que ce n'est pas une question, c'est plus une recommandation. Et ce sera le travail aussi qui sera mené par la consultation qui accompagne tout ce processus, pour veiller à ce que justement ces engagements soient pris en compte. Et les débats qui ont été menés ici, à mon humble avis, aussi sont très utiles parce que ça permet aussi peut-être de voir s'il n'y a pas d'autres éléments nouveaux qui se rajoutent tenant compte de l'évolution du contexte. Merci, M. Camara. Alors, troisième intervention, M. Djane Mamoudou. Oui, c'est par rapport au premier groupe. Vous avez parlé de reboisement. Moi, je pense que la politique forestière, c'est pratiquement les deux volets. Vous avez parlé que de reboisement. Mais si le reboisement, il n'y a pas de sensibilisation par rapport au déboisement, je pense que le bilan forestier, ça va être négatif. Je pense qu'il fallait introduire un côté coercitif par rapport à des alternatives, par rapport au bois, par exemple, comme gaz butane que M. le ministre avait suggéré. Vous avez parlé d'un seul volet, mais l'autre côté, vous n'avez rien dit dessus. Et c'est juste cette remarque que je formule. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Djane. Alors, Madame Sangaré Fatoumata, pour votre intervention. C'est bon, elle a le micro. Elle a le micro. C'est bon. Merci, Monsieur Ba. En fait, j'emboîte un peu le pas à mon collègue Camara. C'est par rapport aux engagements pris par la Guinée dans notre CDN. Tout au long, on a brossé un peu sur tout ce qui va dans le cadre de l'atténuation, c'est vrai, mais vu que nous sommes quand même un PMA, mais aussi un pays qui pollue moins, donc nous avons besoin plus d'adaptation que d'atténuation. Je ne dis pas que nous ne devons pas mettre en place des actions dans le sens de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais il est important aussi que les mesures en termes d'adaptation prises dans le cadre de nos engagements au niveau de la CDN, que ces mesures aussi soient prises en compte dans le cadre de ces assises. C'est ce que je voulais rajouter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sangaré. Je vois qu'on insiste beaucoup sur ces engagements CDN et j'espère que M. Touré ici en tiendra compte dans le processus qui sera mené. C'était ça l'intérêt aussi de cet atelier, d'avoir vos orientations sur le processus qui sera mené. La dernière intervention est de Mme Touré Djenabo. Ok, merci M. Ba.
Moi, c'est par rapport à la remontée de ces informations au niveau de ces consultations nationales. Madame Aïssatou avait parlé d'une plateforme. Est-ce que lors de ces consultations, vous utiliserez cette plateforme pour la remontée des informations sectorielles, ou est-ce que c'est en présentiel que vous partez dans les départements sectoriels ou dans les agences? Merci. Ça, c'est pour vous, M. Touré. Il y a le micro là. Vous avez le micro ici. Merci beaucoup, Madame Touré. La question, c'est de savoir est-ce que le site qui a été partagé, qui est Spark Blue, qui est le site interactif. Ça, c'est un site interactif de toutes les discussions sur tous les sujets de Stockholm 50, plus 50. Donc, le lien peut être partagé avec tout le monde et que chacun peut apporter, même les contributions qui ont été faites ici peuvent être apportées. Les rapports issus, comme on appelle, des consultations ou des réunions sectorielles feront l'objet de... ce sont ces rapports-là qui feront le rapport général, au fait. Donc ça, ce n'est pas le rapport qui sont partagés sur Spark Blue. Spark Blue, c'est là pour l'interaction, pour que tout un chacun, vu l'inclusivité de la chose, que chacun puisse aller exprimer sa façon de voir, qu'est-ce qu'il pense comme solution, qu'est-ce qu'il pense comme problème, comment on peut résoudre ces problèmes. Et ces rapports sectoriels vont servir à faire le rapport général qui sera la contribution de la Guinée à Stockholm 50. Merci. Ça va? Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, pour votre bienheureuse participation à cet atelier de lancement des consultations nationales sur donc la conférence Stockholm plus 50. Nous arrivons pratiquement au bout, n'est-ce pas, du processus de cet atelier. Et le hasard bienfaisant, je pense que nous avons réussi vers la fin à être un peu plus efficace pour rattraper le timing. Il était prévu de finir à 14 h. Nous avons encore 9 minutes. Et donc, durant cette rencontre en matinée, nous avons eu l'honneur d'écouter la directrice régionale de ONU Environnement qui nous a campé le décor en nous présentant, n'est-ce pas, les objectifs de Stockholm plus 50, en rappelant que c'était une rencontre historique à travers laquelle ONU Environnement, qui auparavant était appelé le Programme des Nations Unies pour l'environnement, avait été créé et que donc, après 50 ans, c'était l'occasion, cette fois-ci, de se retrouver pour voir quel a été le parcours, mais aussi et surtout prendre des décisions urgentes de tous les pays afin, n'est-ce pas, d'inverser cette tendance de chaos climatique qui nous guette à l'horizon. Après cette intervention, bien évidemment, nous avons eu l'honneur d'entendre Madame Naïma Pages, donc du Programme des Nations Unies pour le développement, qui nous a parlé du rôle, n'est-ce pas, du PNUD pour faciliter ce processus-là et qui a introduit de façon beaucoup plus générale, n'est-ce pas, le processus qui va être lancé en insistant sur l'importance de son inclusivité et surtout de veiller à ne laisser personne de côté. Après son intervention, nous avons eu l'honneur d'entendre le coordinateur résident des Nations Unies, Dr Vincent Martin, qui a eu l'amabilité, bien évidemment, de focaliser son intervention sur l'alerte qui a été récemment lancée par le groupe le GIEC, le groupe intergouvernemental, merci, qui s'est prononcé justement il y a quelques semaines, c'était le 4 avril dernier, sur la nécessité d'inverser la tendance dans les 3 prochaines années. Et pour ce faire, il nous a donné en liminaire, n'est-ce pas, les déclarations du secrétaire général des Nations Unies qui confirment effectivement qu'il ne s'agit pas d'une fiction, que tout ce qui s'est dit est une réalité, mais que le changement était possible en changeant nos comportements au quotidien. Donc, après ces interventions-là, nous avons eu l'honneur de recevoir donc, le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, qui, dans son intervention, vraiment a insisté sur l'importance de la conservation
de nos ressources naturelles, notamment nos ressources hydrauliques, en focalisant son intervention sur la nécessité de prendre des dispositions rapides pour préserver, n'est-ce pas, les sources d'eau en Guinée, étant donné que la Guinée est considérée, ou est, en tout cas, ce n'est pas juste une simple considération, est le château d'eau de l'Afrique occidentale, qu'un millier de fleuves y prennent leur source. Donc, il a donné comme exemple d'effort à faire l'arrestation ou l'arrêt, en tout cas, de coupe de la déforestation pour les besoins de ménage, en remplaçant cela par l'utilisation du gaz à butane. Il a vraiment insisté sur cela en indiquant que chacun de nous devrait vraiment contribuer pour accompagner les efforts qui sont menés par le gouvernement, qui, dans sa politique en tout cas de développement, prend des dispositions dans les aménagements qui sont menés pour respecter l'environnement. Cela ne suffit pas, il faut l'éducation, il faut de la sensibilisation, nous a-t-il indiqué. Après, il a invité donc la secrétaire générale du ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui a eu l'amabilité de nous parler de Stockholm plus 50, des engagements de la Guinée, des politiques sur les questions de l'environnement, justement, de ce document cadre CDN dont on a parlé, pour rappeler ô combien de fois cette rencontre elle est importante, et surtout pour insister, pour nous rappeler que c'est un processus qui concerne tous les secteurs, pas seulement l'environnement, et que également la démarche devrait être la plus inclusive et participative possible. Bien évidemment, nous avons apprécié de voir ce film qui nous a retracé, n'est-ce pas, l'historique de Stockholm 50, quand les chefs d'État et de gouvernement s'est retrouvés à Stockholm dans ce grand bâtiment qui a reçu la première conférence sur le développement durable, la conférence des Nations Unies, qui a parlé de l'environnement humain pour la première fois, et de nos jours, justement, pour rappeler ô combien il est important que les nations aussi se préparent, chacune en ce qui la concerne en tout cas, pour venir au mois de juin prochain, donc à partir du 2, pour partager un peu les dispositions que nous recensons dans nos différents pays pour que nous puissions renverser donc cette tendance inquiétante de chaos climatique qui risque de se passer si rien n'est fait. Donc après cela, bien évidemment, nous avons eu une petite pause qui nous a conduit par la suite à la présentation du processus de la conférence de Stockholm plus 50, notamment sur les attentes, mais également sur les feuilles de route. Et là, nous avons appris que le processus a démarré. Maintenant, nous passons à l'étape des consultations nationales, mais aussi on nous a indiqué qu'il y a l'après-Stockholm. Donc nous sommes dans une dynamique continue et les consultations qui vont être menées vont concerner donc tous les ministères, et le consultant a eu à nous rappeler que des dispositions seront prises pour passer au niveau des ministères pour pouvoir conduire ces travaux. Donc vos recommandations que vous avez commencé en tout cas à faire aujourd'hui et tout ce qui sera fait dans vos différents départements permettrait de préparer un rapport en tout cas sur la participation de la Guinée à ce processus de Stockholm plus 50. Bien évidemment, nous avons finalisé cet après-midi avec les travaux de groupe qui ont été constitués autour des 3 thèmes majeurs, donc un portant sur les actions urgentes pour prévenir ou parvenir à une planète saine et à la prospérité pour tous. Deuxièmement, pour parler de la reprise durable et inclusive après la pandémie de Covid-19. Et en dernier lieu, pour faire des propositions pour intégrer en tout cas la dimension environnementale dans le développement durable dans le contexte justement de la décennie d'action pour réaliser les objectifs de développement durable à l'horizon 2022. Ces travaux de groupe ponctués des recommandations assez riches que vous avez eu, mesdames et messieurs, à nous faire cet après-midi. Notre journée a été assez riche d'échanges, de partage. C'était un rendez-vous de donner et de recevoir, je pense, pour nous tous et toutes ici réunis. Et nous espérons que la dynamique qui a été enclenchée par le programme des Nations Unies pour le développement à travers donc le programme environnement
nous permettra, n'est-ce pas, de porter très haut le drapeau du rouge, jaune, vert à la rencontre de Stockholm au mois de juin prochain à Stockholm, et que vos idées qui ont été reflétées ici, en tout cas, seront partagées par le monde pour montrer que la Guinée aussi est une nation consciente, une nation de connaissance et de savoir. Donc voilà, mesdames et messieurs, arrivé au bout de ce processus qui lance donc les consultations nationales, et je vais, pour le mot de la fin, donner la parole, tout honneur, tout seigneur disait tout à l'heure un intervenant, donc on va laisser la partie nationale, peut-être avec bien évidemment l'approbation de M. Camara, pour faire le mot de la fin à travers le point focal environnement de développement durable. Oui, merci. Je pense qu'on ne peut pas refuser cela parce que de toutes les façons, c'est très difficile de prendre la parole après M. Ba. Je suis même étonné au mois de carême à 14h qu'Emba parle comme ça, mais quand même, c'est une performance. Merci. On ne peut pas prendre la responsabilité de parler après 14h pour retarder davantage. Donc je passe la parole à M. Djimessi. La patate chaude. Bien, mesdames et messieurs, merci pour vos apports de qualité. M. Ba, particulièrement, nous vous souhaitons bonne chance dans votre métier. Et au fait, au nom de l'autorité du ministère de l'Environnement, je m'en vais faire un petit résumé parce que cet atelier est un atelier particulier. On l'ouvre, mais on ne le ferme pas. C'est un processus qui est lancé jusqu'à la validation d'un plan d'action au nom de la Guinée, jusqu'à aller chercher d'autres financements ou assistance. L'atelier là reste ouvert. Donc, nous espérons que vous avez tiré l'essentiel des présentations qui ont fait l'objet de cette réunion ce matin, et chacun est enrichi au retour dans les différents services. Nous estimons que vous allez restituer aux ayants droit et que vous allez conséquemment préparer le passage de monsieur le consultant. Chacun devient défenseur de son secteur pour que la conférence internationale arrive à capitaliser quelque chose au nom de votre secteur. Que ce soit des ONG, des médias et même la partie publique, chaque secteur doit contribuer pour que la Guinée apporte vraiment des éléments essentiels à cette rencontre et qu'au retour, que l'on soit félicité et que l'action continue parce que le développement durable est un processus. Donc, au nom des autorités, nous vous remercions et nous vous souhaitons bon retour dans vos services respectifs et nous comptons entièrement sur la contribution continue jusqu'après conférence et qu'un plan d'action cohérent, réalisable, inclusif soit vraiment au compte de la Guinée après cette conférence. Nous saluons la participation de tout un chacun de qualité et nous demandons à monsieur le consultant de ne pas hésiter. Et vous êtes d'office des points focaux dans vos secteurs. N'oubliez pas qu'on a la liste des participants. Ne soyez pas étonnés demain si M. Touré appelait un des numéros pour dire « c'est moi le consultant de tel ». Mettez-vous immédiatement à sa disposition, nous ne doutons pas. Et nous pensons qu'avec ce groupe, nous sommes sûrs qu'on atteindra les objectifs. Il faut particulièrement remercier l'effort fourni par le PNUD comme facilitateur, et singulièrement Mme Aïssatou, que j'ai eu à côtoyer ces jours-ci. Elle est très dynamique et je la souhaite bonne chance. Au nom des autorités, nous vous souhaitons bon retour dans vos familles respectives et bonne chance à chacun et à tous. Vive la coopération internationale. Et par conséquent, je ferme une partie des travaux de ces ateliers et nous vous souhaitons un bon retour pour la validation du document final. Je vous remercie.
si je veux dire mon nom.